Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Reichstadt, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Pauline Pénanec de France Info. C'est déjà le dernier épisode de la saison, mais avant de vous quitter pour ces 2 mois d'été, nous avons décidé de consacrer cet épisode à la Russie. Du fondateur de Géopolitique Profonde, Franck Pingam, au chanteur Francis Lalanne, de plus en plus de complotistes français se rendent en Russie et affichent leur position pro-Kremlin. Pourquoi ont-ils décidé de faire le voyage ? Est-ce une stratégie de la part du régime ? Dans cet épisode, nous reviendrons sur cette passion qui dure depuis longtemps déjà entre le Kremlin et la complosphère française. Russie, l'Eldorado des complotistes français, c'est l'épisode 92 de Complorama. Il me semble qu'on peut penser que l'alliance qu'a créée aujourd'hui le président Poutine à travers les BRICS et le nouveau Catécon, et même si on veut aller plus loin, que peut-être Vladimir Poutine lui-même serait dans l'époque actuelle et à venir le Catécon qui permettrait d'empêcher le triomphe définitif du mal sur terre, incarné aujourd'hui à la fois par les judéo-nazis ukrainiens et par les judéo-nazis sionistes et israéliens. J'ai pas besoin d'en dire plus, tout le reste vous pouvez le compléter vous-même. Vous venez d'entendre Alain Soral, polémiste d'extrême droite. C'était le 20 mai dernier lors d'une conférence à Moscou. Il parle de Catécon et estime que la Russie de Vladimir Poutine est le meilleur rempart contre les forces du mal. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, Rudy ? Oui, Alain Soral, on ne le présente plus, polémiste national-socialiste, selon sa propre définition, condamné pour antisémitisme, multirécidiviste. Il a encore été jugé il y a quelques jours pour des propos dans lesquels il appelait en substance à prendre les armes contre les Juifs. Évidemment, il ne s'est pas présenté à l'audience. En revanche, il était à Moscou il y a quelques jours, où effectivement, il est intervenu au milieu d'autres amis de la Russie, pour expliquer en quoi la liberté du monde allait être sauvée par ce pays, dont je rappelle qu'il est classé à la 171e place sur 180 en matière de liberté de la presse, selon le classement de Reporters sans frontières. Alors, que dit Alain Soral dans son discours ? Il reprend à son compte les thèses du juriste nazi Carl Schmitt, vraiment le juriste officiel du Troisième Reich, sur le Catécon, c'est-à-dire cette force métaphysique qui travaillerait à empêcher le règne du chaos. Et pour lui, cette force capable de conjurer ce qu'il appelle le triomphe définitif du mal sur Terre, c'est, il le dit, on l'a entendu, Vladimir Poutine lui-même. Et les forces du mal, en l'occurrence, sont ce qu'il appelle les judéo-nazis, ukrainiens ou israéliens. Donc là, on voit comment la désinformation et le complotisme finit par aboutir à un véritable discours eschatologique aux accents un peu antisémites, mais surtout aux accents religieux. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes à cette conférence, Tristan ? Bah oui, on avait d'autres figures qui étaient présentes à Moscou le 20 mai dernier, et notamment un dénommé Franck Pingam, qui est le fondateur d'un média complotiste qui s'appelle Géopolitique Profonde. En tant que média, nous essayons de diffuser vos nouvelles technologies, vos idéologies et tout ce qui tourne autour de la souveraineté, mais on a besoin de construire des systèmes également pour se connecter à vous, notamment avec le système MIR par exemple. On vient d'entendre Franck Pingam, qui est donc le patron ou le fondateur du média complotiste Géopolitique Profonde, qui est un média, qui est un véritable hub de désinformation complotiste d'extrême droite et qui est très actif notamment sur YouTube. Et il cumule près de 650 000 abonnés, ce qui n'est vraiment pas rien. Et c'est un média qui reçoit beaucoup de personnalités. On retrouve d'ailleurs un casting assez parlant, assez significatif. C'est un média qui a pu recevoir Florian Philippot, Virginie Joron, qui est une députée européenne du Rassemblement national, Myriam Palomba, l'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste, ou encore Francis Lalanne, mais aussi le négationniste Vincent Renoir ou Alain Soral lui-même. Alors ce qui est assez révélateur, c'est que lors de ce périple en Russie, Franck Pingam a rencontré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui lui a accordé une interview exclusive pour son média Géopolitique Profonde, ce qui est assez exceptionnel pour un média français, et ça souligne, je crois, assez clairement l'importance de ce média français pour le Kremlin. Et pendant ce séjour, Franck Pingam a aussi été invité avec Alain Soral dans le Donbass, dans le cadre d'un programme qui est une véritable opération d'influence organisée par le Kremlin. Et pendant cette tournée en Russie, organisée par le Kremlin, Franck Pingam et Alain Soral ont visité
visiter les républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, avec au programme notamment une rencontre avec les forces spéciales du chef tchétchène Kadyrov ou la visite de la ville de Mariupol notamment. En tout cas, cette opération-là russe montre à quel point la complosphère francophone, et particulièrement géopolitique profonde, est totalement intégrée à la stratégie d'influence et de propagande extérieure du Kremlin. Francis Lalanne, le chanteur, et puis Richard Boutry ont également fait le voyage. Rudy. Oui, Richard Boutry, c'est une autre grande figure de la complosphère française, avec des thèses marquées au coin d'un complotisme assez radical. C'est un ancien journaliste qui a travaillé pour la nouvelle version de François, version complotiste, et qui, donc au même moment, ces dernières semaines, a fait une tournée en Europe de l'Est, en partenariat, dit-il lui-même au micro, avec le média Géopolitique Profonde, dont justement Tristan vient de parler. Mais surtout, c'est le voyage de Francis Lalanne qui nous intéresse. Il s'est rendu début mai en Russie, notamment pour participer aux commémorations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est le 9 mai, là-bas, que c'est commémoré. Il est accueilli à Moscou par Alexander Makogonov, qui est l'ex-porte-parole de l'ambassade de Russie à Paris, qui s'est illustré à de nombreuses reprises sur les plateaux télévision pour justifier ce qu'il appelle l'opération spéciale en Ukraine. Et Francis Lalanne a vraiment enchaîné les interviews dans lesquelles il explique avoir demandé à aller chanter pour les soldats russes sur le front ukrainien, pour leur donner du courage. Il se met aussi à chanter l'hymne russe dans des vidéos retransmises ensuite sur Internet. Il explique que la Russie se voit imposer la guerre, que les fauteurs de guerre sont ici, à Paris, et que Moscou pourrait devenir un refuge, vraiment une terre d'asile pour ce qu'il appelle les libres penseurs comme lui. Et quelques jours plus tard, il partage même une pétition dénonçant, je cite, l'approche autoritaire d'Emmanuel Macron, et qu'il appelle d'ailleurs à destituer. Et chez Lalanne, l'apologie de la Russie poutinienne va vraiment de pair avec le révisionnisme et le complotisme. Quelques jours avant son voyage en Russie, il expliquait par exemple sur Europe 1 que la guerre en Ukraine était un simple litige, et il avait surtout remis en doute le bombardement de la ville de Soumy par l'armée russe, qui a pourtant fait des dizaines de morts et principalement des civils. Tristan, quel intérêt finalement à la Russie à les inviter sur son sol? On voit assez clairement que tous ces programmes d'invitation de figures de médias complotistes français à Moscou, en fait, à travers ça, la Russie cherche à fidéliser des acteurs français qui sont déjà acquis à sa cause pour en faire des relais locaux de sa propre propagande. Alors c'est une stratégie qui est déjà bien rodée et plutôt que de diffuser elle-même ses propres narratifs, elle mise sur des figures qui parlent la langue française, qui maîtrisent les codes de leur audience et qui disposent déjà d'une forte visibilité. Je rappelle que le site d'Alain Soral, donc, qui a été invité, Égalité et Réconciliation, c'est plus de 3 millions de visites par mois. Et la chaîne YouTube de Géopolitique Profonde, où ces différentes chaînes cumulent, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 650 000 abonnés. Autrement dit, c'est un investissement qui est rentable pour le Kremlin et en fait, il sous-traite son influence avec ses acteurs francophones. C'est aussi une relation qui est gagnant-gagnant parce que ces figures de la complosphère française reviennent en France un peu auréolées du prestige et renforcées par une reconnaissance officielle du régime de Poutine. Et on peut légitimement d'ailleurs se demander si pour certains ça s'accompagne pas d'un soutien matériel, logistique, peut-être financier, direct ou indirect. On se rappelle sûrement de cette affaire Tenet Media aux États-Unis qui a été révélée en septembre dernier où une société écran liée à Moscou avait été utilisée pour verser près de 10 millions de dollars à des influenceurs complotistes, cette fois-ci américains et pro-Kremlin. La France Франция est devenue, стала, malheureusement de facto, une dictature dissimulée. Франция стала, к сожалению, де-факто скрытой диктатурой, скрытой формой диктатуры. Et je vais vous en donner une preuve. Я хочу вам дать доказательства. Si le président de la Russie, Vladimir Poutine, aime son pays et Если aime son президент peuple, России Владимир Путин любит свою voilà ce страну, que titre la presse française. L'homme qui n'aimait pas la France. Человек, который не любил Францию, французский президент. Вот такая статья. Le complotiste français Léo Nicolian, c'était lors d'une intervention à la télévision russe en mai 2022 à Zvezda TV, soit quelques mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie dans la nuit du 23 au 24 février 2022. Rudy,
qui c'est Léo Nicolian. Oui, d'abord, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que quand il parle de la presse française, en réalité, il parle du site de France Soir, média qui a tourné complotiste entre 2020 et 2021. Ensuite, Léo Nicolian, c'est un ancien journaliste qui est devenu une sorte de trublion complotiste, anti-vax, pro-Kremlin, proche de l'extrême droite française et des Gilets jaunes. D'ailleurs, lui-même revendique haut et fort son statut de complotiste, il s'en cache pas. Alors, il s'affiche lui aussi aux côtés de Francis Lalanne, de Jean-Marie Bigard, qui sont d'autres soutiens des Gilets jaunes, et on trouve sa signature dans un magazine conspirationniste et consacré aux pseudosciences aussi, qui s'appelle Nexus. Et on ne peut pas dire que Léo Nicolian brille particulièrement par l'originalité de ses thèses. En fait, on retrouve dans ses discours toutes sortes d'intox, comme l'idée que les djihadistes, par exemple, combattus au Mali, seraient des mercenaires à la solde de la France, de Paris, qui est une fausse info, qui sera ensuite reprise par le média russe Sputnik, d'ailleurs. Donc c'est pratique, ça, on blanchit de la fausse information comme ça. Et il explique, comme beaucoup de fans de Vladimir Poutine, que c'est la France qui est une dictature. Et pour finir de brosser le portrait, rappelons que lui aussi, comme beaucoup dans cette mouvance, c'est un repris de justice. C'est un homme qui a un casier judiciaire. Il a été condamné l'année dernière à 20 mois de prison, dont 6 mois fermes, pour avoir harcelé dans un bus parisien un vieil homme qu'il désignait comme juif. Il a aussi été condamné tout récemment, il y a 2 semaines, pour diffamation à l'encontre de l'ambassadeur de France en Arménie, pour avoir organisé contre lui une campagne de calomnie d'une extrême violence. Il l'accusait de corruption, de trafic de visas et aussi de pédophilie. Tristan, Léo Nicolian, il n'était peut-être pas le seul. Est-ce qu'il y avait d'autres figures de la complosphère qui étaient actives finalement durant cette période de la guerre en Ukraine ? Oui, clairement. Il y a déjà, parmi ces figures actives dans la diffusion de la propagande russe, il y a Christelle Néant, qui occupe une place significative, qui est une ancienne blogueuse, qui est devenue journaliste par la suite. Elle s'installe d'ailleurs à Donetsk en mars 2016 pour couvrir la guerre du Donbass. Et elle est recrutée d'ailleurs sur place par une agence de presse liée aux autorités pro-russes locales. En 2018, elle figure parmi les observateurs internationaux lors des pseudo-élections organisées par les autorités séparatistes de Donetsk. Et puis, ces contenus, publiés sur son propre site qui s'appelle Donbass Insider, sont régulièrement repris par l'ambassade de Russie en France, et elle est également invitée souvent sur la chaîne RT. En 2021, elle obtient la nationalité russe, et en juillet 2023, elle est même reçue au Kremlin par Vladimir Poutine lui-même. Et on a un rapport de l'ISD, qui est une ONG britannique spécialisée dans l'extrémisme et la désinformation, qui note que Christelle Néant figure parmi les 12 influenceurs francophones les plus actifs dans la diffusion de narratifs pro-Kremlin durant la guerre en Ukraine. On a aussi Xavier Moreau qui tient une place importante. Ah oui, alors Xavier Moreau, c'est vraiment une figure centrale de la nébuleuse complotiste francophone pro-russe. C'est un ancien officier parachutiste de l'armée française qui s'est installé en Russie au début des années 2000, et il obtient la nationalité des Russes en 2013, et il est le fondateur d'un site qui s'appelle Stratpol, qui est un média de relais assez direct de la propagande du Kremlin, et il a un compte d'ailleurs, ce média, sur X, qui cumule plus de 100 000 abonnés. Alors il est très actif dans la complosphère d'extrême droite, il reçoit souvent des figures de la complosphère française, ça va de Alain Soral à d'autres figures, mais ce qui est assez notable, c'est la proximité de Xavier Moreau avec le pouvoir russe. Il se trouve qu'en 2023, il publie un selfie avec Sergueï Lavrov, qui est le ministre russe des Affaires étrangères, et depuis fin 2023, il anime une émission, sa propre émission sur RT, intitulée « Ici Moscou, les francophones parlent aux francophones », qui est une vitrine de la propagande russe à destination du public francophone. Kémy Séba aussi, c'est un peu emparé finalement de ce conflit de la guerre en Ukraine à ce moment-là. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Kémy Séba, il occupe le créneau du panafricanisme, avec un discours anti-français d'une rare violence. Il s'est fait d'ailleurs retirer la nationalité française. En novembre 2022, le département d'État américain désignait Kémy Séba comme un agent d'influence du groupe russe privé Wagner, dirigé et fondé par l'oligarque Yevgeny Prigojine, proche à l'époque de Poutine. Et il a été désigné, Kémy Séba, comme faisant partie, je cite, des influenceurs essentiels qui permettent aux entités liées au Kremlin de maintenir un déni plausible de l'intervention de la Russie dans les affaires africaines, tout en essayant de façonner des opinions africaines favorables aux objectifs politiques du Kremlin.
Quelques mois plus tard, le magazine Jeune Afrique révélera que Kémy Séba avait reçu plus de 400 000 $ d'aide financière de la part du groupe Wagner. L'année suivante, en mai 2023, il est l'invité d'honneur de la Douma, le Parlement russe. Et en février 2024, il participe à Moscou, comme récemment Alain Soral, là, à un forum sur la multipolarité organisé à l'Université d'État de Moscou. Et aux côtés notamment de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, d'Alexandre Douguine, dont on va parler dans quelques instants, de Constantin Malofeyev et aussi de l'archevêque italien Carlo Maria Vigano, lui aussi figure importante de la complosphère. On en a parlé notamment dans notre Complorama sur le pape et le Vatican. Et participait aussi à cet événement un désinformateur américain très influent, Jackson Hinkle. Ils sont même pris en photo à l'époque ensemble. Et ce Jackson Hinkle, il était aux côtés d'Alain Soral à Moscou il y a quelques jours justement. Tout cela montre bien finalement que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça a été un moment très important dans l'adhésion de la complosphère française à la Russie. Tristan? Oui, il n'y a pas de doute, hein. L'invasion en Ukraine en 2022 a été un moment clé, disons, d'accumulation d'audience pour une partie de la complosphère d'extrême droite française. C'est évidemment un moment qui a été marqué par une forte couverture médiatique et ça leur a permis de capter tout simplement l'attention durant ce moment et de se positionner comme des voix alternatives face aux médias considérés comme traditionnels ou mainstream. Et surtout, ça leur a permis de tisser des liens plus forts avec les autorités russes. Il y a une véritable synergie qui s'est installée, voire une dynamique qui s'est installée entre les acteurs complotistes et la stratégie d'influence du Kremlin. Alors, les connexions, évidemment, existaient depuis longtemps, depuis au moins 2014, mais avec la guerre déclenchée par la Russie en 2022, là, on a vraiment un moment de puissante accélération. Alors, cette guerre a consolidé une forme de symbiose idéologique, médiatique et parfois même logistique entre la Russie de Poutine et certains acteurs de la complosphère francophone. Vous le savez, je plaide depuis longtemps pour que la France et la Russie reprennent des relations culturelles, économiques, stratégiques, et particulièrement au moment où nous sommes confrontés à un danger terroriste majeur. Et je crois que là encore, dans le domaine du renseignement, nous devons à tout prix créer les conditions d'échange de renseignements les plus efficaces possibles pour pouvoir préserver nos populations respectives de ce danger qui s'est réalisé en France et qui a encore frappé nos amis britanniques il y a quelques jours. Marine Le Pen, chef de file des députés RN à l'Assemblée nationale, alors présidente du parti lors d'un voyage en Russie, c'était en 2017. Marine Le Pen et le Rassemblement national qui entretiennent des liens étroits avec le régime russe. Elle s'est rendue à plusieurs reprises en Russie depuis 2013, Tristan. Oui, elle a été officiellement reçue à la Douma au moins 3 fois, jusqu'à cette rencontre de 2017, une rencontre qui a quand même duré 1h30 en pleine campagne présidentielle française. Mais ça fait au moins depuis 2011 que Marine Le Pen affiche son admiration en fait pour le modèle de Poutine. Alors pourquoi est-ce que c'est significatif et pourquoi ça nous intéresse? Tout simplement parce que le centre de gravité de la complosphère francophone ou française se trouve aujourd'hui plutôt à l'extrême droite. Et Marine Le Pen incarne cette convergence idéologique, même s'il ne faut pas oublier évidemment les sorties pro-russes d'un Jean-Luc Mélenchon. Alors en fait, les liens étroits de Marine Le Pen avec Moscou ont servi de caution politique et médiatique à toute une galaxie complotiste qui voit dans la Russie un modèle idéal d'autorité et de valeurs ultra-conservatrices. Il existe une passion française pour la Russie. Prenons par exemple l'idéologue russe Alexandre Douguine qui est mis sur un piédestal par la complosphère française, Rudy. Oui, surtout par la complosphère d'extrême droite, pour laquelle il est devenu un véritable totem. L'un des livres de Douguine est préfacé par Alain Soral, et lui-même a préfacé une édition russe d'un livre de Soral, ainsi qu'un livre de Kémy Séba. Donc Douguine, c'est vraiment l'archétype de l'idéologue à la fois ultra-conservateur, ultra-nationaliste. Il a par exemple milité dans un parti politique antisémite, et il est aussi volontiers complotiste, avec son look de hipster ou de pop orthodoxe. C'est aussi Douguine le fondateur d'un think tank défavorablement connu de nos services de renseignement pour son implication dans une vaste campagne de désinformation russe nommée Storm
15-16, et à laquelle l'organisme français Viginum a consacré tout un rapport. Et Douguine dénonce depuis des années, par exemple, le génocide que, selon lui, les Ukrainiens mèneraient contre la population russophone du Donbass, qui lui permet en retour de justifier l'écrasement impitoyable de l'Ukraine par les troupes russes. Donc Douguine, c'est une pièce maîtresse dans le dispositif de propagande russe. Il a un rôle tout à fait particulier dans la guerre de l'information, la guerre psychologique que nous mène le Kremlin. Par exemple, en 2013, dans une interview, il avait proposé très tranquillement que la Russie envahisse l'Europe afin, je cite, de la conquérir et de l'annexer. Au-delà de la complosphère, il y a une proximité idéologique très forte entre les partis nationaux populistes et le Kremlin, Rudy. Oui, idéologique parce que les valeurs traditionnelles, la verticale du pouvoir, l'autorité en politique, et puis des convergences médiatiques également qui sont très fortes entre les médias de droite, conservateurs ou d'extrême droite, et les médias financés ou contrôlés par le Kremlin. Ça se voit encore avec le recyclage, par exemple, de Ksenia Fedorova, qui est l'ancienne directrice de RT France, dans le groupe Bolloré, qui est édité dans une maison d'édition qui appartient au groupe Bolloré, qui a une émission sur Canal+, qui appartient au groupe Bolloré, qui a parlé de son livre où elle dit qu'elle est censurée sur CNews, chaîne du groupe Bolloré. Donc oui, ce sont des convergences qu'on n'observe pas seulement en France, mais dans le reste de l'Europe. Les partis nationaux populistes, à l'exception évidemment du parti national populiste polonais, qui par nationalisme est plutôt dans une tradition anti-russe, mais le parti, par exemple, au pouvoir en Hongrie, de Viktor Orban, il est, on peut le dire, assez clairement aligné idéologiquement sur Moscou. Tristan, pour terminer, est-ce que la situation géopolitique actuelle, avec le conflit entre l'Israël et l'Iran, questionne la complosphère pro-russe actuellement ? Ouais. Ce qui est assez intéressant avec ce conflit entre Israël et l'Iran, c'est qu'il vient en fait révéler une tension assez forte au sein de la complosphère pro-russe française. Cette complosphère se retrouve en fait prise entre deux allégeances. D'un côté, une tendance naturellement pro-Iran, parce que l'Iran est un allié stratégique de la Russie, et de l'autre, une sorte de tropisme pro-américain et pro-israélien associé à la figure de Trump. Alors jusqu'ici, le trumpisme avait permis de maintenir une forme de cohérence entre ces deux pôles. Trump était à la fois proche de Poutine et aligné avec Israël, mais avec la situation actuelle, on voit apparaître des tensions dans la complosphère pro-russe française entre ceux qui veulent rester fidèles au discours du Kremlin et ceux qui continuent à défendre une ligne pro-israélienne ou pro-Trump. Et cette fracture pourrait bien s'accentuer dans les semaines ou dans les mois qui viennent, voire peut-être faire exploser certaines alliances au sein de la complosphère. Je dirais que c'est quand même ironique de constater que jadis, les compagnons de route du Parti communiste s'en allaient constater de leurs propres yeux les progrès accomplis au pays du socialisme réel. Donc après Moscou, le voyage à Moscou, ça a été le voyage à Cuba ou à Pékin. On pense à André Gide Walou Aragon, à Régis Debray pour Cuba, à Nadia Viorka pour la révolution culturelle. Et ce qui est commun à toutes ces expériences, c'est l'aveuglement. Aujourd'hui, ce ne sont plus des grands intellectuels qui se rendent à Moscou, mais des légions de second couteau, de professionnels de désinformation, d'agents d'influence et aussi de chanteurs qui ont eu par le passé une carrière. Et Moscou est plus la Mecque de la révolution prolétarienne, mais d'une révolution conservatrice et autoritaire, raison pour laquelle, je crois, elle attire toutes les extrêmes droites du monde. Merci Tristan Mendès France. Merci à tous. Merci Rudy Reichstadt. Merci Pauline Pénanec. Sans oublier Antoine Fortin au son, Floriane Bercani et Cyril Balta à la vidéo. C'est la fin de ce 92e épisode de Complorama. C'était le dernier épisode de la saison. Merci d'avoir été encore nombreux à nous écouter. Complorama revient à la rentrée. D'ici là, on vous souhaite de passer un bel été. Salut!